Donc, rebonjour à tous et à toutes. Comme sur les webinaires précédents, on attend quelques minutes que le nombre de participants soit à peu près atteint. À tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer. Je vois que le nombre de participants se stabilise à peu près. Alors, bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur ce webinaire et qui n'ont pas eu encore la chance de visionner les deux webinaires que nous avons eus ce matin. Donc, bienvenue à vous. Donc, ces webinaires, je le rappelle, et je m'excuse pour ceux qui étaient là ce matin des redites, mais ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la journée régionale santé et environnement que la FRAPS organise. Je suis donc Chloé Cherrier, chargée de mission à la FRAPS, donc la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, et j'ai notamment coordonné l'organisation de cette journée régionale auquel vous assistez. Et je suis accompagnée donc à l'écran par Anne-Laure Hirn, Adrien Polzac, voilà, Anne-Laure active sa caméra, Adrien Polzac et Julie Timon. Donc mes collègues à la FRAPS qui me soutiennent sur l'animation technique de ces webinaires et Isabelle Gollon que je vais présenter juste après. Également, petit rappel par rapport à la plateforme donc santé-environnement de la FRAPS que nous avons conçue spécialement pour cette journée, mais qui perdurera aussi dans le temps. Nous vous réindiquons le lien dans le chat en dessous de votre écran, puisque nous vous invitons fortement à aller la consulter et vous retrouvez sur cette plateforme le discours d'ouverture de ce matin. Vous retrouverez aussi dans les prochains jours les deux webinaires, l'ensemble des événements en direct, puisqu'ils sont filmés, enregistrés, et ils seront disponibles en replay. Et vous retrouvez aussi les savoirs en vidéo, qui sont donc des vidéos qui ont été réalisées par les acteurs de la promotion de la santé de la région Centre, et qui viennent étayer soit des savoirs qu'on a nommés théoriques, soit des savoirs expérientiels sur une thématique soit spécifique à la santé et l'environnement, soit transverse. Donc voilà, il y a des supports intéressants, ludiques, qui ont été créés donc, par les acteurs donc on vous invite de la région, donc on vous invite fortement à les consulter. Donc sur ce troisième webinaire qui s'intitule Espace vert et biodiversité urbaine, bénéfices et risques pour la santé humaine selon l'approche One Health.
Donc, nous avons la chance d'avoir en tant qu'intervenante Madame Bollon, Isabelle Bollon, qui est chercheuse et vétérinaire à l'Institut de santé globale de Genève, donc en Suisse, donc une intervenante suisse, qui va se présenter après. Je reviens une nouvelle fois sur les petites règles de fonctionnement par rapport à Zoom et au format webinaire, notamment ce qui conditionnera vos interactions. Donc, sans surprise, une nouvelle fois, vous ne voyez pas le nombre de participants à ce webinaire. Donc là, juste à titre indicatif, on est 120, à peu près 120 personnes de connectées. Vous ne pouvez pas non plus entrer en interaction avec ces participants. Vous n'avez pas et ne pourrez pas avoir votre caméra d'activer ni votre micro. La seule interaction qui vous est possible, et Anne-Laure l'a reprécisé dans le chat, c'est via l'onglet questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Vous pouvez poser ici toutes les questions que vous souhaitez, en lien bien sûr avec l'intervention que vous suivez, et ces questions seront traitées sur le temps d'échange à la fin du webinaire. Donc n'hésitez vraiment pas à poser les questions que vous posez, et vous avez aussi la possibilité de liker les questions des autres participants avec le petit pouce, ce qui permet de faire remonter les questions dans le chat, dans le flux de questions-réponses, et de prioriser au niveau de l'animation technique les questions qui intéressent le plus les participants. Je ne vais pas être plus longue. Je vous ai dit aussi que le webinaire est enregistré, donc je ne vais pas être plus longue, et je vais laisser donc la parole à Isabelle Bollon, qui va se représenter et nous dispenser de son intervention. Bon webinaire à tous, et je vous retrouve tout à l'heure pour le temps d'échange et le petit intermède qu'on vous proposera. Merci. Merci Chloé. Donc je prends la parole. Donc merci à Chloé Chaillet, à toute son équipe pour cette invitation à participer à cette importante journée régionale sur santé et environnement. Isabelle Bollon, je suis vétérinaire, je co-dirige l'unité One Health à l'Institut de santé globale de l'Université de Genève, et nous sommes situés dans ce joli bâtiment au sein de ce qu'on appelle la Genève internationale, qui rassemble plus d'une centaine d'organisations internationales et d'ONG. Et voilà, donc nous nous intéressons à la santé globale dans le sens de mondial. Donc là, au cours de mon exposé, je ne vais pas me concentrer uniquement sur la France, et on va voyager. Alors, nous vivons dans un monde urbain. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Ce sera les 2/3 en 2050, d'après ces perspectives de l'urbanisation mondiale des Nations Unies. Cette croissance va concerner tout le monde, mais en particulièrement l'Europe, qui a déjà 73% de sa population qui est urbanisée, mais ce sont surtout l'Asie et l'Afrique qui vont concentrer 90% de cette croissance. Alors, une planète urbanisée et anthropique implique des changements dans notre mode de vie, dans la façon dont nous interagissons les uns avec les autres, mais aussi avec d'autres espèces et leurs écosystèmes, de l'échelle locale à l'échelle globale. Et ça définit vraiment le cadre de cette présentation. Un monde urbain et les styles de vie qui y sont associés apportent des défis pour la santé publique et globale, tels que la pollution de l'air, la sédentarité qui est une des causes de l'obésité, les accidents de la circulation, et accentue également les inégalités sociales, ce qui va faire émerger un nouveau paradigme socio-écologique, et qui fait que ville et communauté durable sont un des objectifs du développement durable, l'objectif 11, donc une des priorités au niveau de l'agenda des Nations Unies 2030. Et une des cibles de cet objectif du développement durable, c'est d'assurer d'ici à 2030 l'accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs. Alors, l'indicateur pour ça, c'est de dire que toute personne devrait pouvoir avoir accès à un espace vert à moins de 300 mètres linéaires de chez lui, soit à environ 5 minutes de marche. Alors, qu'est-ce qu'un espace vert urbain? Il n'y a pas de définition universellement acceptée. La définition qui est la plus souvent utilisée pour les îles européennes, c'est celle de l'Atlas urbain européen, c'est-à-dire des espaces verts publics, jardins, zoos, parcs, les aires naturelles de banlieue et puis les forêts. Là, il y a une étude qui s'est concentrée sur quel était à connaître le pourcentage d'espaces verts dans environ 400 villes européennes, dans 30 pays européens. Donc, vous avez ici donc, tous les points, donc là, c'est toutes ces villes
Et en fonction des couleurs, vous avez, donc ça va du rouge en fonction qu'il y a très peu d'espace vert au vert quand il y a beaucoup d'espace vert. Et vous voyez qu'il y a une très grande hétérogénéité. Les espaces verts, ça couvre environ de 2 à 50% des territoires urbains. Les villes du nord de l'Europe ont une plus grande proportion d'espaces verts. Et si on regarde la quantité d'espace vert par personne, ça va donc de 4 mètres carrés dans des villes très compactes comme Cadix à plus de 300 mètres carrés comme Liège en Belgique ou Valenciennes en France. Et il se trouve qu'il y a une vingtaine de villes françaises qui sont un peu en queue du peloton dans ce palmarès. Ce qui fait qu'il y a environ 45 millions de personnes, soit un quart de la population qui a été étudiée ici, qui ont un accès très limité aux espaces verts urbains, en particulier dans les villes qui ont moins de 10 à 13% de couverture en espaces verts. Alors, l'urbanisation s'accompagne de changements anthropiques spectaculaires des paysages avec une dégradation, une perte ou un remplacement des écosystèmes naturels. Et l'urbanisation rapide, dans certains cas, va fragmenter les forêts et créer des parcelles de forêts isolées dans les villes, comme vous avez ici à Mumbai, ou c'est également le cas à Paris ou à Berlin. Ou dans d'autres cas, vous avez donc des forêts ou des parcs qui sont créés de nouveau par replantation. Et tout ça, donc, ça va changer la dynamique des interactions entre les hommes, les animaux et les écosystèmes. Alors, l'urbanisation et plus généralement donc, le changement dans l'utilisation des sols ont été reconnus comme un des déterminants de la perte de la biodiversité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve, d'après certaines études, que les parcs urbains constituent des points chauds, on appelle ça des hotspots aussi de biodiversité, et ça même dans les plus grandes villes, par exemple à Sao Paulo, il y a 435 espèces animales, ou Calcutta, qui offre un habitat pour 273 espèces d'oiseaux. Donc, il y a un grand nombre d'espèces animales et de plantes qui persistent, malgré, c'est sûr, un déclin des espèces natives. Et il y a certaines espèces qui trouvent de nouvelles opportunités dans la ville, comme vous avez ce renard ici dans un parc à Londres qui est tout à fait, pas du tout timide. Et puis également, par exemple, des chauves-souris, parce qu'en fait, l'éclairage dans nos villes va attirer les insectes, qui vont ensuite attirer les chauves-souris. Et nos maisons offrent des abris tout à fait acceptables pour les chauves-souris. Et de même, nos buildings et nos grands immeubles dans les villes, c'est des falaises tout à fait acceptables pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, donc, les zoologues et les zoologistes et les écologues vont se tourner vers les villes pour étudier cette faune sauvage et ils font des découvertes intéressantes comme le fait que, par exemple, que les oiseaux vont se mettre à chanter plus fort pour couvrir le bruit de la circulation ou bien des animaux qui, normalement, sont actifs pendant le jour vont devenir de plus en plus nocturnes. Alors, comme le partage de l'espace n'est pas possible, c'est plutôt un partage du temps qui se met du coup en place. Et donc, vous avez par exemple cette photo d'un coyote qui sont de plus en plus nombreux dans les villes aux États-Unis. Les animaux de compagnie. Ils ont tendance à nous considérer comme des membres de notre famille et ils partagent maintenant nos maisons et nos villes. Et au niveau mondial, il est admis qu'il y a environ 50% des foyers qui ont un animal de compagnie. Aux États-Unis, 67%. En Europe, c'est 38%, ce qui représente 106 millions de chats, 87 millions de chiens et aussi des millions de ces petits mammifères ou reptiles, de ce qu'on appelle ces nouveaux animaux de compagnie, souvent d'ailleurs importés du Sud, légalement ou illégalement. Et puis, il y a les animaux d'élevage, les pratiques agricoles qui font leur apparition dans les villes, avec des initiatives comme les poulaillers urbains ou bien les jardins partagés, les fermes pédagogiques. Et voilà. Donc, toute cette biodiversité dans les villes va avoir des implications positives ou négatives sur la santé humaine et sur la santé également plus largement des écosystèmes. D'où l'importance d'approches intégrées à la santé, comme l'approche One Health, dont le principe est de dire que notre santé et celle des animaux et des écosystèmes sont interdépendantes. Et cette approche One Health est peu reconnue dans le contexte urbain, quand on regarde en particulier le programme Ville Santé de l'OMS, qui a plus de 20 ans et qui concerne pourtant plus de 1000 villes autour du monde. Alors, le concept One Health, je crois qu'on vous a déjà parlé ce matin, donc ce n'est pas un concept nouveau, ça dérive de la théorie Une seule médecine, qui a été proposée par Calvin Schwab en 1984 dans son livre Médecine vétérinaire et santé humaine. Et il dit qu'il n'y a pas de différence de paradigme entre la médecine humaine et vétérinaire, que les deux sciences partagent une base commune de connaissances en anatomie, en physiologie, en pathologie et sur l'origine des maladies dans toutes les espèces. Et il préconise une approche combinée
médecine vétérinaire, médecine animale, surtout pour prendre en charge les zoonoses, donc ces maladies qui sont transmissibles des animaux aux hommes. Mais ces dernières décennies, avec l'émergence des nouvelles maladies infectieuses comme la grippe aviaire, il y a eu un retour de cette théorie une seule médecine et de son évolution vers l'approche One Health. Et la principale différence, c'est l'ajout à l'équation de la santé des écosystèmes pour également inclure l'environnement. C'est ce qu'on peut résumer par cette image, c'est-à-dire que le maintien de la santé humaine et la santé des animaux est donc dépendante de la santé des écosystèmes environnants. Et l'approche One Health également promeut une collaboration entre les disciplines, donc c'est interdisciplinaire, et une collaboration entre les secteurs santé humaine, santé animale, l'agriculture et l'environnement également. Alors effectivement, les maladies émergentes ont apporté de nouvelles opportunités pour l'approche One Health. Et vous voyez donc cette publication qui a marqué un tournant, qui est sortie en 2008 dans la revue prestigieuse Nature. Et ils ont rapporté que sur une période de 40 ans, il y avait un nombre croissant de maladies infectieuses émergentes, que 60% étaient des zoonoses et 72% de ces zoonoses viennent de la faune sauvage. Ils rapportent également l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes comme un critère déterminant pour l'émergence de ces maladies, en particulier avec la déforestation, le changement dans l'utilisation des terres pour l'agriculture ou même pour l'urbanisation, ce qui favorise ensuite les interactions entre les hommes et la faune sauvage qui constitue un réservoir de ces maladies infectieuses. Donc, d'où vous comprenez bien l'importance d'associer la prise en charge de la santé humaine, animale et de l'environnement. Et donc, ça montre l'importance de ne pas avoir uniquement comme discipline la santé humaine, la santé animale, mais d'introduire d'autres disciplines, comme par exemple la science de l'environnement, les sciences de la conservation, ou bien l'écologie des maladies ou l'écologie animale. Et dans ce contexte, il y a également ce rapport très important qui est sorti en 2016, qui met en avant l'importance de la conservation de la biodiversité pour la santé humaine. C'est une compilation de toutes les études qui montrent tous les types d'interactions qu'il y a entre la biodiversité et la santé. Ça a été publié par l'OMS et la Convention pour la diversité biologique. Et ça montre que la biodiversité est un service écosystémique clé qui a des implications majeures pour la santé et le bien-être. Maintenant que nous avons mis en place ces différents éléments, on va donc se poser la question, est-ce que les espaces verts et biodiversité urbaine sont plutôt des bénéfices ou des risques pour la santé? Je ne vais pas rentrer dans le détail des études, mais nous avons donc cette publication que nous avons faite en 2019 dans la revue Santé publique qui rapporte un peu toutes les différentes études. Alors, on va commencer par voir quels sont les bénéfices des espaces verts et de la biodiversité sur la santé humaine. Alors, intuitivement, on pourrait penser effectivement que tous ces espaces verts, ça va avoir un effet bénéfique sur la santé. Mais en fait, il y a une autre théorie, la biophilie, qui dit que ça a des racines biologiques. Les humains ont une tendance innée à se chercher des liens avec la nature et avec d'autres formes de vie. Donc, tout ce mouvement autour de ce qu'on appelle rewilding cities, donc cette tendance à vouloir réensauvager les villes, pour la conservation et la reconnexion de l'homme avec la nature. Donc, ces villes biophiliques, il y a des exemples comme Edmonton au Canada ou bien Singapour aussi est un bon modèle de ces villes biophiliques. Mais ça va plus loin que ça. Il y a donc un nombre croissant d'études épidémiologiques observationnelles qui mettent en évidence les bénéfices pour la santé des espaces verts, en particulier dans le domaine de la santé mentale. Il apparaît que l'accès à des espaces verts permet une relaxation psychologique, une réduction du stress, de l'anxiété, de la dépression. Il y a aussi ce nouveau domaine de recherche qu'on appelle forest bathing ou forest therapy qui est mené par des Japonais, également des Coréens, qui montre l'impact psychologique et physiologique de marcher ou de l'exposition à la forêt. Ensuite, nous sommes des animaux sociaux et les espaces verts facilitent les interactions sociales, c'est en particulier important pour les personnes âgées. Et l'exposition à la faune sauvage est également source de bien-être. Des études qui montrent que les personnes vont dans les espaces verts aussi pour rencontrer la faune sauvage, ou bien une étude anglaise qui montre que le bien-être des résidents est associé à la diversité des espèces d'oiseaux qui sont dans la ville.
Alors, la sédentarité est un des risques majeurs de mortalité au niveau mondial et les espaces verts favorisent l'augmentation de l'activité physique avec un impact du coup, intéressant contre l'obésité, le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. Dans ce contexte, les espaces verts permettent également de promouvoir One Health parce que quand on a un accès à des zones où on peut marcher, ça encourage les propriétaires à promener leurs chiens et du coup, ça va avoir un impact positif pour la santé à la fois du propriétaire et de l'animal. C'est important parce que l'obésité est en fait aussi un problème croissant chez les animaux de compagnie, surpoids obésité, avec des enquêtes qui ont montré qu'il y avait environ entre 34 et 44% de chiens qui ont des problèmes de surpoids et d'obésité aux États-Unis, en Australie ou en Chine. Donc en fait, l'objectif de One Health dans ce contexte, c'est de promouvoir la communication et la collaboration entre les professionnels de la santé humaine et animale pour favoriser des approches communes pour résoudre ce problème. Alors, l'agriculture urbaine a aussi des opportunités pour la santé avec tout ce qui est sécurité alimentaire et nutrition. Ça permet aussi l'emploi, l'éducation, par exemple avec les fermes pédagogiques. Ça renforce le lien avec la nature, ça permet de prévenir les allergies en permettant l'exposition précoce des enfants aux animaux, par exemple. Ça facilite l'activité physique. Donc, il y a différentes initiatives en agriculture urbaine à travers le monde. À Genève, on a le projet Cocorico, il y a aussi la ferme de Paris. C'est aussi l'occasion d'exploiter l'impact positif sur la santé du lien homme-animal, en particulier sur la santé mentale. Les animaux ont aussi un rôle de facilitateur social. Donc, ça permet une réduction d'anxiété, de la dépression, de l'introversion. Et c'est intéressant, cette théorie qu'on appelle zooeia, en fait, qui fait opposition à zoonose. C'est plutôt de montrer donc, les effets positifs du lien avec l'animal plutôt que de parler des risques. Et donc, il y a des initiatives intéressantes comme ça, comme ici, vous voyez sur l'image, pour utiliser des poules pour les personnes âgées. Alors, les espaces verts sont aussi un moyen de lutter contre les inégalités sociales de santé. En effet, il y a des bénéfices pour la santé sont plus prononcés pour certaines catégories de population, en particulier les femmes, avec les femmes enceintes aussi, les enfants et adolescents, les personnes âgées, en permettant l'activité physique, le lien social, et les personnes défavorisées socio-économiquement. Par exemple, la présence d'espaces verts qui vont permettre un rafraîchissement de l'air sont particulièrement intéressants pour des personnes qui n'ont pas accès de système de refroidissement dans leur habitation. Ce qui m'amène à l'impact des espaces verts sur l'environnement urbain, en fait. Donc, ça permet une réduction de la chaleur excessive. Donc, c'est toute cette problématique des îlots de chaleur urbains qui sont exacerbés par le réchauffement climatique. Cette chaleur excessive est également un problème pour les animaux, avec des milliers d'oiseaux ou bien de chauves-souris qui ont été rapportés, qui sont mortes suite à des vagues de chaleur en Australie. Les espaces verts permettent une réduction de l'exposition à la pollution de l'air. Et là aussi, les hommes et les animaux sont exposés à cette pollution de l'air. Il y a certains endroits où les animaux de compagnie sont utilisés comme des sentinelles pour étudier l'impact de ces facteurs environnementaux sur la santé, ou par exemple sur les cancers. Donc, d'où des bénéfices pour combiner pour la santé humaine et animale. Maintenant, nous allons aborder les risques qui sont associés à ces espaces verts et cette biodiversité urbaine, avec tout d'abord le problème des maladies infectieuses. Alors, il y a certaines zones urbaines du monde qui sont devenues des hotspots d'émergence pour ces maladies infectieuses, en particulier celles qui sont associées aux chauves-souris. Donc, vous avez par exemple le SRAS, c'est ce qu'on appelle le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est émergé en 2002 sur des marchés d'animaux vivants dans des zones qui sont très urbanisées. Ou en 2014, Ebola, qui est émergé en Afrique de l'Ouest, dans une zone densément peuplée où les gens ont des contacts étroits avec les chauves-souris. Donc, il est clair que la forte densité humaine dans ces villes va favoriser l'émergence et ensuite la dissémination de ces maladies infectieuses.
Les vecteurs d'infection virale, comme les moustiques, sont en train de s'adapter très bien aussi à l'habitat urbain, notamment dans le contexte aussi du réchauffement climatique. Et ce qui fait qu'il y a des épidémies, par exemple, de Zika en Amérique du Sud, ou bien de dengue en Asie, en Afrique, aussi en Amérique du Sud, dans les grandes villes. De chikungunya également. Plus près de chez nous, donc aux États-Unis et en Europe, il y a aussi des interactions entre les hommes et les faunes sauvages qui apportent un certain nombre de problèmes, comme par exemple, c'est une maladie qui est associée au virus du Nil occidental. C'est un virus qui a émergé dans la ville de New York, qui est transmis par les moustiques et dont un des réservoirs principaux est constitué par les oiseaux. C'est une maladie qui peut avoir des formes sévères, des symptômes neurologiques sévères. Vous avez également l'échinococose alvéolaire, qui est une maladie parasitaire qui peut être très grave chez l'homme, qui est transmise par les renards, peut-être aussi parfois par les chiens. Alors, il se trouve que cette maladie est en augmentation dans les zones urbaines. Ou bien la maladie de Lyme, qui est associée aux tiques. Donc, on observe une augmentation des populations de tiques dans les parcs urbains et également une prévalence accrue des maladies qui sont associées à ces tiques, comme la maladie de Lyme. Vous avez ici donc un certain nombre d'exemples d'études qui sont encore pas très fréquentes, mais en augmentation sur quels sont les pathogènes zoonotiques qui seront présents dans la faune sauvage urbaine. Donc, vous voyez par exemple ici l'étude des zoonoses parasitaires ou également l'étude de la présence de tiques chez les hérissons dans les parcs urbains ou le problème posé par les rats. Voilà, donc ces études, le problème, c'est qu'elles sont de plus en plus, elles sont toutes faites par les pays du Nord, pour les problèmes liés au Nord, et on manque beaucoup d'études sur qu'est-ce qui se passe dans les pays du Sud, et qui sont d'ailleurs les endroits où il va y avoir une urbanisation très importante prochaine. Les animaux domestiques et l'agriculture urbaine sont également une source de risque de zoonose, par exemple avec la salmonellose. C'est une source de pollution, il va falloir gérer les déchets. Ça attire les prédateurs, par exemple des serpents qui sont très avides des œufs de poule, ou bien les ratons laveurs ou les renards. Et là, vous avez le Center for Disease Control, le CDC aux États-Unis, qui rapporte chaque année des épidémies de salmonellose associées à des poules domestiques. Et il montre qu'en 2020, donc ça c'est en augmentation, en 2020, ils ont des chiffres très élevés. Vous avez pour la période de janvier à septembre déjà 1300 personnes qui ont été infectées. 23% sont des enfants de moins de 5 ans, 220 ont été hospitalisés, il y a eu un décès. Et il rappelle que des mesures d'hygiène permettent d'éviter ça, comme de se laver les mains ou de garder les animaux à l'extérieur, les poules à l'extérieur. Et puis, les animaux dans les villes sont aussi des sources de conflits sociaux. Et, par exemple, vous avez des tensions considérables dans certains quartiers de Londres qui sont liées à la présence du renard, entre ceux qui sont favorables à cette présence et qui les adoptent pratiquement comme des animaux de compagnie et qui les nourrissent, et ceux qui en ont peur ou qui trouvent que ça fait des déprédations dans les jardins ou bien que ça crée des accidents de la circulation. Donc ça, c'est pour Londres. Dans d'autres pays du monde, ça peut être beaucoup plus problématique. Par exemple, vous avez ce léopard qui a été surpris dans une école, dans une ville en Inde. Heureusement, c'était un week-end, donc il n'y avait pas d'enfants, donc ils ont réussi à le capturer. Et il y a aussi des vidéos de léopards dans les villes qu'on voit qui sont en train d'attraper les animaux de compagnie, des chiens, des chats. Et puis, autre exemple ici, encore en Inde, vous avez cet éléphant qui s'est introduit dans une ville et il a erré dans la ville pendant plusieurs heures et au bout d'un moment, il est apparu qu'il n'allait pas arriver à sortir de la ville. Il a dû être tranquillisé, ce que vous voyez derrière, donc c'est la piqûre qu'on a dû lui faire, tranquilliser pour être ensuite ramené dans sa forêt. Et c'est triste parce que ça montre vraiment que ces conflits entre les éléphants et les êtres humains en Inde sont en augmentation du fait de l'augmentation de la population, mais également de l'extension des villes aux dépens des zones d'habitat de ces éléphants. Voilà, donc là, vous avez cet article qui montre qu'augmenter la biodiversité dans les milieux urbains va également promouvoir l'introduction et la survie des vecteurs ou d'organismes hôtes pour des agents pathogènes infectieux. Donc, cet article revient sur la problématique des tiques, des rats ou des moustiques en ville. Mais ce qui est intéressant, c'est leur conclusion. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des infrastructures vertes qui soient également des infrastructures plus saines? Et voilà donc ce qui conclut, en fait, c'est qu'une prise de conscience accrue des dangers potentiels des infrastructures urbaines vertes et bleues ne devrait pas être une raison pour arrêter ou réduire les projets. Au lieu de cela, intégrer une sensibilisation à la santé publique dans les planifications urbaines dès les premiers stades
peut contribuer à garantir que les infrastructures vertes et bleues atteignent leur plein potentiel de promotion de la santé. Et puis, donc, pour terminer, je voudrais juste revenir un peu sur la crise qu'on vit actuellement et la période de confinement, deuxième période de confinement qu'on a. Alors, il y a eu donc ces observations anecdotiques d'animaux sauvages qui reprennent leur espace dans les villes, comme ces sangliers qui ont été observés sur la croisette à Cannes. Voilà. Mais au-delà de cela, cette crise montre qu'on a une perception accrue de la nature et il y a déjà des études qui sont en train de sortir là-dessus et qui montrent tout d'abord un intérêt pour la nature accru. C'est des chercheurs qui ont regardé les mots clés qui ont été mis dans les moteurs de recherche comme Google et ils ont vu que souvent les gens mettaient forêt, nature, oiseaux, biodiversité, jardinage. Voilà. Donc, et puis, notre étude a montré une utilisation augmentée des espaces verts urbains, que ce soit en Suède, en Norvège, dans ces endroits où le confinement n'était pas trop strict, et une augmentation qui allait jusqu'à 300%. Donc, il semble que la nature, dans cette période de stress comme ça, de pandémie, une nature urbaine pourrait être source de résilience, ce qui pose après cette question de green justice ou de nature security. Peut-on rendre la nature autour de la ville qui soit plus accessible aux citoyens? Voilà, donc pour terminer, j'ai quelques questions de réflexion un peu générale avant de passer à vos questions. On peut se poser la question de comment percevons-nous la nature et les interactions avec les animaux à travers le monde? Quel type de nature voulons-nous vraiment? Une nature bien organisée, bien propre, un peu plus sauvage? Nos villes sont-elles prêtes à répondre au prochain SRAS ou Ebola? Ou avons-nous des mécanismes intersectoriels homme-animal adéquats? Merci. Et puis avant de complètement terminer, si vous êtes intéressé par toutes ces thématiques de santé globale, l'interface homme, animal, environnement, je voulais donc juste mentionner qu'on a un MOOC, ce qu'on appelle, c'est Massive Open Online Course, voilà, qu'on a lancé à 3-4 ans en arrière et qui revient un peu sur ces grandes problématiques. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle pour votre intervention, très belle en plus au niveau du diaporama et très intéressante, enfin du moins pour ma part, là, je parle en tant que participante plus qu'en tant qu'animatrice. Alors je veux bien que vous reveniez du coup vu que vous aviez mis des questions sur la diapo d'avant peut-être pour donner des pistes de questions à nos participants. Si vous avez la possibilité, voilà. Je vois que les questions-réponses, les questions commencent à arriver, donc n'hésitez pas, là c'est le moment à poser toutes vos questions par rapport à l'intervention, soit par rapport aux questions qu'Isabelle pose, soit pour sur d'autres choses en lien avec l'intervention. Et en même temps que les questions arrivent, je vais vous passer donc, le petit intermède, donc, qui est autour de 4-5 questions. Voilà, il est lancé. Donc vous pouvez y répondre et en même temps que vous y répondez, on va regarder donc les premières questions. Alors, c'était pas une question, c'était un compliment. Bravo pour cette intervention. De la part de Marie. Et puis j'avais une question là qui demande la différence entre médecine vétérinaire, enfin s'il y a une différence entre médecine vétérinaire et médecine animale. Je pense pas vraiment qu'on peut dire ça, mais médecine vétérinaire, si vous avez, on pourrait plus parler c'est aussi ce qu'on appelle l'écologie animale. Donc, médecine vétérinaire, donc c'est plus pour le traitement en fait, des animaux. On a une approche des vétérinaires urbains qui sont en train, c'est un peu une profession qui est un peu en train de se développer. On est plus au niveau donc, du prévention ou bien, oui, au traitement des animaux. Après médecine animale, je ne pense pas, on peut dire que c'est un peu, je ne ferai pas tellement la différence. À moins qu'on pourrait dire que normalement médecin vétérinaire, ça va qu'on se focalise plus sur les animaux de compagnie et peut-être encore qu'on est en train de plus en plus de spécialiser sur ces nouveaux animaux de compagnie qui sont un peu des animaux sauvages aussi. Après, je pense que c'est intéressant, c'est également de considérer plutôt ces experts de la faune sauvage, sans forcément que ce soit des vétérinaires, donc qui ont un rôle important au niveau de l'écologie animale dans les villes et qui sont, je pense, aussi importants pour toutes ces problématiques de santé dans les villes. Ok, très bien, merci. Donc là, les questions commencent à arriver en même temps que le sondage auquel les participants répondent. Donc une question de Jérôme Lafitte qui demande pourriez-vous revenir sur les diapositives type ferme de Paris ou l'autre dont le nom est incertain pour moi. Donc je pense que c'était Cocorico peut-être. Et voilà, de quoi s'agit-il exactement?
Projet Cocorico, c'est à Genève, mais aussi à Lausanne. En fait, ils encouragent la mise en place de poulaillers urbains, donc chez les particuliers. Je crois qu'il y a même une promotion également pour la façon dont le poulailler doit être construit. Il y a toutes des directives. Donc, en fait, c'est vraiment une promotion pour développer ça dans les villes. C'est assez intéressant parce qu'en fait, la politique au niveau des poules, en particulier dans les villes, est très, comment dire, très hétérogène suivant les villes, suivant les pays dans le monde, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont favorables, mais il y a d'autres qui considèrent également que ça fait du bruit, ça fait des déchets, ou également le problème des coqs. Alors, les coqs en ville, alors, il y a des politiques très différentes, et des endroits où c'est limité, on peut avoir que 2, 3 poules, ou bien l'interdiction des coqs, c'est quand même assez généralisé aussi. Donc, voilà, donc c'est cette promotion qui se fait, mais qui n'est pas, qui est perçue de façon différente dans les différents contextes du monde. Très Et puis bien, la merci. ferme pédagogique, oui, alors c'est des fermes qui sont installées dans les villes qui ont vraiment un objectif pour les enfants, quoi, qui puissent venir voir les animaux, et c'est à différents endroits, différentes villes où on trouve ça maintenant. Il me semble en région, on doit en avoir plusieurs. Je sais que sur le 37, enfin sur le département d'Indre-et-Loire, on en a et c'est des initiatives qui sont de plus en plus développées aussi. Ouais. Merci. Donc une autre question qui remonte, qui a été likée par plusieurs participants. Comment sécuriser un espace vert pour limiter le risque de transmission de maladies infectieuses? Ah, c'était une très bonne question. Alors, il y a plusieurs niveaux, je pense. Il y a tout d'abord au niveau de connaître, d'identifier un peu quels sont les risques, en fait. Donc, c'est un peu une documentation de la biodiversité qu'il y a dans ces espaces verts. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi toutes des initiatives qui sont citoyennes autour de ça. On pourrait donc impliquer les citoyens pour faire cet inventaire de biodiversité, donc connaître quels sont les animaux qui sont présents dans ces espaces verts. Et juste à titre d'exemple, d'illustration, vous avez à Chicago, ils ont un projet qui s'appelle Chicago Wildlife Watch. En fait, ils ont mis des caméras dans les différents parcs et ils ont récolté donc des millions d'images des animaux dans ces parcs, donc à différents moments de l'année. Ensuite, les citoyens peuvent passer à travers ces images et aider à l'identification des animaux dans les villes. Donc, première chose, donc voilà, pouvoir identifier. Ensuite, au niveau donc, de la prévention, je pense en particulier plutôt aux maladies vectorielles. Donc, si on pense en particulier dans les endroits où il y a un peu des étangs, des mares, donc c'est une prévention de lutte contre les vecteurs, en fait, pour éviter la transmission des maladies qui seraient liées aux moustiques. Et ensuite, il y a des préventions qui sont aussi de base au niveau des gens. Enfin, quand on va se promener dans les espaces verts, ceux qui ont des chiens, c'est important de mettre des colliers antitiques pour éviter éventuellement les contaminations. Donc après, on ne peut pas empêcher que je pense qu'il y a des hérissons avec des tigres qui sont, voilà, parce que je pense on peut pas, c'est un peu une question, je ne sais pas, je suis curieuse de voir les résultats du sondage qu'il y a, mais est-ce que les gens sont pour ou contre? Parce qu'il y a des animaux sauvages dans la ville, mais si on accepte les animaux sauvages dans la ville, on les accepte avec aussi des risques éventuels. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de l'identification des risques, de la connaissance, de la prévention et de l'éducation, de l'information du public qu'il faut faire, je pense. J'ai mon micro qui n'est pas activé. Voilà, justement, vous parliez du sondage. Je viens de le clôturer et de le partager. Et justement, sur la question, donc le retour de la faune sauvage dans les villes, donc le réensauvagement, vous en avez parlé. Êtes-vous donc pour ou contre? Donc, on a 71% qui sont pour et 29% qui sont contre. Ok, c'est bien, c'est intéressant. Oui, comme vous le disiez, en effet, quand voilà, il y a des animaux, même les animaux domestiques, etc., il faut accepter aussi les animaux avec leurs avantages et leurs inconvénients qu'ils peuvent avoir sur la santé. Voilà, tout à fait, oui. Ouais, c'est un débat entre les conservationnistes qui sont pour la conservation de la biodiversité, et puis ceux qui sont aussi un peu plus hygiénistes, voilà, qui ont du coup un peu... voilà. Et je pense qu'il faut tenir compte, réfléchir aussi aux potentiels services écosystémiques que les animaux sauvages peuvent rendre dans les villes. C'est aussi une thématique qui serait intéressante à réfléchir. Et de toute façon, vous savez, avec le Grenelle de l'environnement, il y a cette promotion des trames vertes et les trames bleues. Donc, c'est de créer ces corridors biologiques pour favoriser ce mouvement des animaux sauvages vers les villes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même soutenu voilà, par le gouvernement. Et parce que la fragmentation écologique étant un des principaux facteurs de perte de la biodiversité.
Très bien. Alors, autre question qui pareil est pas mal remontée de Mélinda qui demande: les maladies infectieuses sont-elles la résultante de réelles nouvelles maladies ou le fait d'une expansion de maladies préexistantes chez l'animal, notamment les expansions en lien avec une nouvelle proximité entre faune sauvage et être humain? Oula, oui, d'accord, ok. Je vais prendre ça par différents. Donc, il y a des maladies infectieuses émergentes qui sont nouvelles. Je parle de Covid-19, en voilà un très bon exemple, qui émergent de la faune sauvage parce que nous renforçons, nous sommes dans un contexte avec l'augmentation de la population, où on a de plus en plus de liens, de contact avec la faune sauvage. Donc, on va récupérer tous c'est souvent des virus, enfin, donc ces pathogènes qui se trouvent dans les animaux, qui devraient rester dans la nature, mais comme on est de plus en plus en contact avec ces animaux sauvages, on finit par récupérer ces virus. Et donc, la population étant pas du tout immunisée, complètement naïve vis-à-vis de ce virus, donc ça crée ces émergences et ces pandémies. Donc ça, c'est donc des nouvelles maladies qui viennent de la faune sauvage. Il y a actuellement des milliers de virus qu'on ne connaît pas dans la faune sauvage et qui attendent juste qu'on vienne plus souvent au contact de la faune sauvage. Donc, c'est un risque qui va durer et qui est permanent. Donc ça, c'est lié au changement global, population, de la population et nos interactions accrues avec la faune sauvage. Ensuite, il y a toutes ces maladies qui sont existantes, qui nous viennent en fait, qu'on connaît déjà, comme je pensais par exemple la salmonellose et tout, et qu'on peut effectivement récupérer suite au contact avec la faune sauvage dans les villes. Pardon, j'ai mon micro désactivé quand je parle, ça ne va pas le faire. En même temps, j'avais une question sur les réglementations qui existent en Europe, qui contraignent les collectivités à verdir et qui peuvent un peu cadrer tout ça. Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y en a des grandes qui existent en Europe, si vous les connaissez ou non? En Europe, je ne sais pas au niveau de la réglementation dont je vous ai parlé, je pense que ça doit être également le cas dans d'autres pays européens, mais comme je vous ai parlé en France, ensuite au Grenelle de l'environnement, donc il y a mis en place cette décision de développer ces corridors biologiques, donc c'est pour favoriser le mouvement des populations animales. Voilà, donc je sais que ça se développe dans beaucoup de villes. Il y a également un intérêt pour la nature. Et je ne sais pas si vous avez vu au niveau des dernières élections municipales qui ont lieu en France, il y a de plus en plus de conseillers ou d'adjoints qui sont responsables des animaux dans la ville ou de la nature en ville. Vous avez un bon exemple avec la ville de Lyon, où il y avait la direction de l'écologie urbaine aussi, qui est vraiment responsable et en charge de la place des animaux et de la nature en ville. Donc voilà, moi je peux répondre pour la France, pas au niveau européen. Je pense qu'il y a une tendance vers le verdissement des villes. C'est de toute façon, comme je vous parlais de la ville d'Edmonton au Canada, différentes villes qui sont ce mouvement de ville biophilique aussi. Donc il y a une tendance à aller vers ça, je pense. Et le problème, en fait, c'est cette espèce de compétition qu'il y a entre aller vers une densification des villes ou également un étalement, parce qu'un étalement des villes, ça pose aussi des problèmes. Donc là, il y a une espèce de réflexion à avoir. Ici, est-ce qu'il faut densifier des villes pour faire des économies au niveau énergétique, choses-là, ou bien est-ce qu'il faut étaler les villes pour avoir plus d'espace vert pour une meilleure santé des gens? Donc là, ouais, c'est un peu un débat. Ça reste des initiatives des villes et des élus, et il n'y a pas de contraintes et de réglementations qui imposent aux villes justement de reverdir. Je pense qu'il y avait aussi cette question derrière, s'il y avait voilà, la réglementation est qui peut être un des leviers pour agir, et donc est-ce qu'il y a finalement ce type de... Alors, j'ai pas, il y a le Grenelle de l'environnement, mais je ne sais pas à quel point c'est contraignant. Ouais, d'accord, okay. Ça marche. En tout cas, ça se fait, ça se développe. Okay, merci. Alors, une autre question qui est un petit peu longue, je vais essayer d'être claire quand je vais la prononcer. Donc déjà, une personne qui vous remercie pour votre intervention. Comment aujourd'hui convaincre de cette nécessité de glisser la préoccupation de santé dans l'approche dominante centrée, surtout sur le végétal dans la cité? Et les populations sont-elles prêtes à faire ce lien alors qu'on est au tout début du rapprochement avec la nature?
Je pense que la question est plutôt de voir comment les villes prennent en charge cette dualité entre bénéfices et risques des espaces verts, et puis comment faire travailler ensemble ces différentes disciplines, parce que c'est vrai, jusqu'à présent, on a toujours tendance à travailler très en silo. Vous avez les vétérinaires, il y a les médecins, les gens de l'environnement, et donc pour cette problématique dans les villes, c'est vraiment important de mettre les gens ensemble. Le problème, c'est comme les gens ont toujours travaillé de façon séparée, donc ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'il faut créer des plateformes One Health dans les villes pour que les gens qui sont concernés par ces problématiques discutent ensemble, mettre ensemble ceux qui sont en charge de la planification urbaine avec donc différents experts de la faune sauvage ou experts de santé publique. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, comme je disais, qui n'est pas encore très développé. Et on a une étudiante en master qui a travaillé là-dessus pour la ville à Lausanne et Genève. Ce n'était pas effectivement bien pris en compte. Et c'est un projet qu'on a toujours, en fait, de faire un peu une étude dans différentes villes du monde et de regarder vraiment comment ça fonctionne et comment c'est pris en charge ces problématiques dans les différentes villes. Okay. Vous parlez, c'est plutôt moi qui pose une question, de plateforme One Health, c'est qu'il y a du coup, c'est plutôt des acteurs qui se réunissent entre eux pour travailler à l'initiative de ville, ou c'est qu'il existe vraiment des structures identifiées comme plateforme One Health? Je ne sais pas si vous Oui, l'avez alors, évoqué de ces plateformes. oui, alors, il y a différents niveaux. Alors, je sais qu'en Suisse, au niveau de la Confédération, ils ont mis en place un système One Health où les gens des différentes structures vétérinaires ou santé publique travaillent ensemble. Donc, c'est au niveau de la Confédération suisse. Et puis, donc, vous avez également un niveau plus haut, vous avez au niveau des organisations internationales. Donc, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'alliance tripartite. En fait, c'est une alliance qui a été faite entre l'OMS, charge de la santé, l'OIE, donc qui est l'Office international pour les épizooties, et puis la FAO, qui est en charge c'est l'agence en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, à ce niveau-là, ils se sont mis ensemble avec cette alliance tripartite, justement, pour collaborer pour toutes les problématiques One Health. Donc là, pour l'instant, ils travaillent sur 3 priorités qui sont la rage, l'antibiorésistance, qui est aussi également un problème très One Health, et la grippe aviaire. Donc, c'est un bon exemple. Donc, au plus haut niveau, les gens se mettent ensemble pour utiliser l'approche One Health pour régler des problèmes importants. Ok, très bien, merci. Une autre question, et je vais la mutualiser puisqu'il y en a deux un petit peu du même ordre sur les canicules et la chaleur. Est-ce que la diminution de chaleur permise par les espaces verts est-elle importante et serait-elle une solution pour faire face aux canicules? Et une autre question un peu similaire qui était, est-ce que l'idée de planter des arbres fruitiers dans les villes était une bonne idée? Donc cette idée de planter des arbres, finalement, les conséquences, est-ce que c'est avantage ou non par rapport à la chaleur, ou là la question n'était pas précisée pour les arbres fruitiers, mais s'il y avait des avantages et quels étaient-ils? Okay. Alors d'abord, pour commencer pour le problème de la chaleur, effectivement, donc la végétation en ville va permettre un refroidissement, et des études qui ont montré qu'il y avait une diminution de plusieurs degrés jusqu'à 1 km autour d'une zone végétalisée. Donc il y a vraiment un intérêt pour le refroidissement. Bon, à côté des zones qui sont très urbanisées, il y a beaucoup très bétonnées, quoi. Donc il y a vraiment un bénéfice, un rafraîchissement dû à la végétation. Après, en ce qui concerne les arbres fruitiers, donc moi je dirais, je prendrais ça de façon, je contextualiserais ça en fonction des différentes régions du monde. Donc peut-être que chez nous, effectivement, les arbres fruitiers, c'est bien, parce que ça fait ça va à la fois des aspects sécurité alimentaire, disons, et puis voilà, c'est utile. Dans d'autres villes, on pourrait considérer, je pense en particulier en Australie, dans les pays villes du Sud, que les arbres fruitiers vont attirer des animaux, comme par exemple des chauves-souris frugivores. Et ce sont ces fameuses chauves-souris
qui sont en cause de l'émergence de plusieurs maladies, comme je sais pas, vous avez entendu parler de l'émergence du virus Nipah qui a émergé en Malaisie également. En Australie, ils ont le problème avec le virus Hendra, qui est transmis en fait aux chevaux, qui a été ensuite transmis aux hommes. Et ça, c'est parce que les chauves-souris ont été attirées par des arbres fruitiers où en dessous, il y avait donc soit des cochons dans le cas de la Malaisie, soit il y avait des chevaux dans le cas d'Australie. Et donc, ça a contaminé donc, ensuite les pâtures qu'il y avait en dessous, et ça permet. Donc, c'était une source de contamination. Donc, ça dépend des régions. Ça peut être bénéfique. Cette dualité, en fait, et varie en fonction des zones géographiques dans le monde. Ok. Très bien, merci. Autre question de Laetitia qui demande quelle relation avez-vous avec les systèmes politiques dans les différents pays et des conseils, je suppose, si vous aviez des conseils par rapport à si vous êtes dans des instances politiques, si j'ai bien compris la question. Ça revient un peu toujours à l'idée que dire que si on veut promouvoir One Health, donc c'est un peu arrêter ces silos, c'est plus de collaboration, de coordination et de complémentarité entre les secteurs, donc du niveau local ou même au niveau donc plus important qu'au niveau des gouvernements. Et c'est de promouvoir la collaboration entre les différents secteurs, donc le secteur agriculture, secteur animal, secteur santé humaine ou l'environnement. Donc c'est de pouvoir plus travailler ensemble et plus collaborer pour toutes ces problématiques One Health qu'on observe de plus en plus maintenant dans le contexte de ce changement global où en fait les problèmes sont très complexes. Comme j'ai dit, que les maladies émergentes, on n'est plus dans la santé humaine animale, il y a également tout l'environnement également qui est impliqué dans ces problématiques complexes. Et donc pour adresser ces problématiques, il faut vraiment une approche collaborative, que ce soit pour la prévention, la surveillance, détection de ces problèmes. Oui, ok. Désolée, il y a beaucoup de questions, donc ça fait un peu question à la suite. Mais l'intervention suscite pas mal d'échanges et c'est très intéressant et riche votre éclairage. En tout cas, pour ma part, c'est vrai qu'on a même le concept de One Health ou même le type d'intervention que vous faites est pas forcément courant, donc on en profite. Mélinda qui pose une question, cette proximité avec la faune sauvage ne favorise-t-elle pas malheureusement une majoration des cas de tuerie animale, d'extinction des espèces? Comment les mesures de protection des espèces sont-elles choisies? Alors, c'est le problème plutôt les risques dans les villes pour les animaux sauvages. Alors, je ne sais pas s'il y a des tueries entre les... Bon, effectivement, il y a des rapports, en tout cas, de prédateurs et proies dans les villes. Donc, les animaux sauvages, ils viennent aussi parce qu'ils sont attirés par la nourriture. Donc, ils peuvent prendre, par exemple, sur la nourriture qu'on donne à nos animaux domestiques. Ils sont attirés aussi parce qu'il y a peut-être plus de... Si les renards viennent en ville aussi, c'est parce qu'il y a plus de rongeurs. Et il y a plus de rongeurs, c'est aussi un problème de gestion de nos déchets. Donc, voilà, donc c'est tout ce lien de prédateur à proie. Il y a aussi des animaux qui viennent dans les villes parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Et ça peut être intéressant. Ces oiseaux aussi sont là parce qu'ils ont moins de prédateurs dans les villes. Donc, il y a toute une balance écologique qui est... Donc là, c'est vraiment les experts de la faune sauvage qui peuvent aussi discuter de cette thématique-là. Bon, après, les animaux dans les villes, ils sont aussi exposés à des risques, comme on parlait des accidents de la circulation. Enfin, voilà, ils sont du fait de l'interaction avec les hommes. Derrière cette question aussi, je pense aux sangliers, nous en France, qui se rapprochent de plus en plus des villes et on a des battues qui sont des fois organisées pour justement les tuer. Et peut-être que la question il y avait peut-être un peu de ça derrière, de ces tueries animales, extinction. Alors, le sanglier, je crois que c'est une espèce qu'il faut réguler et qu'elle se reproduit très vite. Mais peut-être que c'est l'humain, du coup, qui se retrouve contraint de tuer ou de réguler les espèces et s'il y avait des règles particulières par rapport à la protection animale. Je ne sais pas au niveau des règles, mais je sais je crois que c'est à Berlin. Enfin, en Allemagne, ils ont beaucoup de problèmes de sangliers. Il doit y avoir 5000 sangliers par là autour vers Berlin, où c'est il y a beaucoup de grosses forêts autour, très près de la ville. Et oui, c'est un problème après de savoir est-ce que le problème de la chasse en fait dans les villes pour réguler les populations d'animaux urbaines comme on fait dans les forêts. Ça, je ne sais pas au niveau de la réglementation, mais c'est clair que ça implique un gros débat entre la protection des animaux et voilà, comme on a en général avec la chasse aussi. Mais ouais. Ok.
autre question, si vous aviez des pistes pour améliorer notre immunité face à ces pathogènes? Alors, peut-être les nouvelles maladies qui arrivent ou peut-être que vous n'avez pas forcément un éclairage. La question, elle vient d'être partie, n'était pas plus détaillée. Pour améliorer l'immunité, en général, il y a, il y a peut-être aussi, je sais pas, il y a l'aspect de ce que je mentionnais, c'est l'exposition précoce des enfants à des animaux, à plus de microbes ambiants. Quand ils sont jeunes, ça leur permet d'avoir, ça stimule un peu leur immunité, ça leur permet d'avoir un moindre risque en fait, de développer des problèmes allergiques comme l'asthme. Ça, c'est quelque chose qui est connu, c'est un peu ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste. Après, pour être plus protégé contre s'immuniser, après, je pense pour les vaccins, quoi. Peut-être s'il y a des gens qui sont particulièrement sensibles à certaines maladies. Mais... Oui, mais je n'avais pas forcément bien perçu la question, mais peut-être que vous aviez sur la lecture une compréhension différente de la mienne, d'où le fait que je voulais poser. Mais c'est vrai que du coup, on ne peut pas forcément demander aux participants de développer un peu plus la question quand elle est courte et succincte. Donc n'hésitez pas, hein, si la question n'était pas forcément bien posée, à reposer ou à la reformuler dans les questions-réponses. Question suivante. Donc, une plus grande proximité avec la faune sauvage n'engendrerait-elle pas une domestication de ces espèces sauvages et de ce fait un changement de la faune actuelle et de ses interactions? Oui, alors oui, c'est intéressant parce que les animaux, par exemple, je parlais des renards aussi à Londres, en fait, ils sont domestiqués et deviennent un peu plus dépendants de l'homme. C'est intéressant aussi de voir des domestications comme un risque aussi de nouveau, je parlais de maladies émergentes parce qu'en fait, c'est bien de rappeler que toutes les maladies humaines, enfin un grand nombre, disons, comme la rougeole, qu'on a la rubéole, qui sont des maladies complètement humaines maintenant, à l'origine, elles viennent de la domestication des animaux d'élevage. Ça remonte à la période du Néandertal, il y a peut-être 10 000 ans en arrière. Donc, en fait, cette domestication donc, des animaux d'élevage a été faite et nous a ramené donc plein de pathogènes qui se sont du coup établis dans la population humaine. Et maintenant, on est en train de faire cette domestication des animaux sauvages. Donc, bon, les animaux auxquels on a habitué, les hérissons, tout ça. Mais après, si c'est la faune sauvage auquel on n'a pas du tout été en contact, je pensais les chauves-souris, par exemple, qui viennent dans les villes et qui peuvent être un risque de nouvelles maladies émergentes, ça, c'est vraiment un problème. Donc, effectivement, ça renforce si on regarde plus la partie lien homme-animal, il y a oui, une espèce aussi de... Et c'est aussi ce qui est recherché, parce qu'en fait, quelque part, ça peut aussi avoir un bénéfice pour la santé, en fait, ces liens avec la faune sauvage. Donc, ouais, les animaux, ils s'adaptent aussi à l'homme, c'est sûr. Ouais. Merci. Et ça va être la dernière question avant de clôturer et de faire un petit mot de fin. Donc de Jérôme Lafitte qui demande avantages inconvénients d'une approche de séparation radicale, faune sauvage, humain, urbain et partage de l'habitat urbain, notamment autour de stratégies promues par ces deux approches. Ça revient un peu à ce qu'on a abordé au cours de la présentation. Il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Donc pour la santé, et je pense que cette dualité entre bénéfices et risques pour la santé varie en fonction des différentes régions du monde. Oui, il y a des avantages avec la faune sauvage parce que ça renforce, comme j'ai mentionné, il y a des gens qui sont intéressés par la faune sauvage. C'est important également pour leur santé, pour leur bien-être, mais également ça apporte des risques. Donc, oui, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Et est-ce que la balance, et je vais faire écho avec le sondage justement, où la première question était, est-ce que selon vous, les espaces verts et la biodiversité dans les villes constituent plutôt un risque ou plutôt un avantage, enfin des bénéfices? Et là, à 98% de réponses, c'était plutôt des bénéfices. Donc, est-ce que ça, c'est un biais d'interprétation où on a l'impression qu'il y a plus d'avantages, enfin de bénéfices que d'inconvénients, ou est-ce que la balance est à peu près équilibrée sur les avantages et risques? Moi, je pense que ça, comme je disais, ça dépend beaucoup des régions du monde Oui. et puis aussi de la connaissance qu'on a en fait des risques. Et il faut voir aussi que, comme je disais, il y a de plus en plus d'études en fait sur au niveau des animaux, quels sont les pathogènes zoonotiques qui potentiellement y portent. Mais ça, c'est des études qui sont faites sur les animaux. Mais maintenant, on a beaucoup moins de reporting en fait de quels sont
les personnes qui ont attrapé une zoonose en ville, ont été contaminées, parce qu'en fait, c'est pas très souvent reporté. Donc, il nous manque un peu ces informations de savoir quelle est vraiment la prévalence de ces zoonoses au niveau des villes. Et ça serait intéressant à voir. Ça pourrait faire ressortir, en fait, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a peut-être aussi des risques, on ne sait pas, parce que c'est pas, voilà. Et ça peut-être un problème de communication de ces informations de la part des services de santé. Oui, du fait que, en effet, le partenariat entre tout ce qui va être au niveau des animaux, au niveau de l'humain et de l'environnement n'est pas encore totalement fait partout. Et donc, on manque peut-être tout simplement de connaissances ou de vulgarisation de connaissances pour pouvoir en Oui, tirer des conclusions. une connaissance des risques et puis une Mm. notification des cas réels chez l'homme de contamination aussi dû aux animaux. Mm. Et Ok. ça, je pense que ce serait intéressant de développer ça et puis de pouvoir mieux suivre quoi, en fait, vraiment les vrais risques, les vrais cas de contamination. Quoi. Pas juste une exposition, mais quand vraiment il y a eu un passage chez l'homme. Et justement, dans la troisième question du sondage que vous voyez d'afficher aussi, il y avait cette question sur quel groupe d'animaux pose le plus de conflits avec les humains dans le contexte de votre Ah oui, ville, donc si très bien. ville. Et donc, on a à 51% les animaux sauvages qui apparemment, dans la perception des personnes, enfin, dans la perception ou dans les faits, hein, représenteraient le plus de risques, et à 22% les animaux d'élevage et à 17% les animaux de compagnie. Ok, ok. C'est intéressant. Les animaux de compagnie aussi, je n'ai pas tellement abordé, mais c'est un problème aussi de nuisance avec la gestion des crottes. Voilà. Et puis également aussi des morsures. Hein. Il y a chez les États-Unis, il y a à peu près 4 millions de morts, de gens qui sont morts par les chiens, les chats. Donc ça, c'est aussi ouais, mais c'est aussi peut-être pas très connu. Donc, ouais. Animaux d'élevage, je comprends que c'est peut-être pas trop important chez nous, dans les pays du Sud, comme en Nairobi, les vaches qui se promènent dans la ville, ça peut être plus un problème de nouveau. Et bon, animaux sauvages, ouais. C'est intéressant parce que ça montre un peu les différents secteurs, en fait. Le secteur agriculture, le secteur plutôt de la faune sauvage, et puis le secteur plus vétérinaire, animaux de compagnie dans cette problématique. Hmm. J'ai trouvé aussi très bien cette photo entre, vous parliez justement que le fait qu'il y ait des espaces verts incitait les maîtres des chiens notamment à les promener, et que ça limitait les risques, enfin que c'était pour l'activité physique important pour les risques au niveau de l'obésité, et que les chiens souvent étaient aussi eux-mêmes obèses. Alors est-ce que en effet entre les maîtres qui peuvent être en surpoids ou avoir une pathologie obèse et le chien, il y a vraiment un lien de corrélation Oui, oui, oui. Il Mm. faut vraiment que les vétérinaires ou les médecins se mettent ensemble pour mettre en place des programmes pour faire bouger les propriétaires avec leurs chiens ensemble. Voilà, au bénéfice des deux. Merci. On va finir ce webinaire. Il est 14h31. Les interactions et les échanges étaient riches, de même que la qualité de l'intervention. Donc, merci beaucoup Isabelle pour Merci. votre temps et tous ces échanges qui ont été vraiment intéressants. Merci à vous de votre participation. Enfin, quand je dis à vous, c'est donc aux participants. Donc, il reste un dernier webinaire de cette journée qui commencera donc à 15h30 et qui sera non pas un format comme on a eu jusqu'à présent avec une intervention, on va dire, descendante, puis après un temps d'échange, mais plutôt donc une table ronde avec plusieurs acteurs autour de la table virtuelle, si je puis dire, qui vous sera proposé sur comment agir pour la santé environnement, donc de 15h30 à 17h. Voilà, je vous souhaite un bon temps d'intermède entre guillemets entre ce webinaire et l'autre, et n'hésitez pas sur ce temps à aller sur la plateforme et donc à visionner les différentes ressources qui s'y trouvent. Je vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui nous quittent également. Merci Isabelle et à très bientôt. Je vous recontacterai pour faire un petit point. Ok. Au revoir, merci à tous. Merci, au revoir.